Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette dernière journée de conférence. On va commencer ce matin avec deux intervenants, donc Aurore Miquan de Plantécité et Guillaume Morel Chevalier de l'Astre d'Or qui vont nous parler d'agriculture urbaine. Et voilà, je vous laisse la parole, présenter vos structures et vous, et puis on va raconter tout ça. Bonjour, alors je m'appelle Aurore Miquan, je travaille à Plantécité sur des questions de paysage. Et on a travaillé en partenariat avec Astre d'Or et avec un cofinancement de Valor et de la région Pays de la Loire sur la question des agricultures des aires urbaines. Et donc on va vous présenter avec Guillaume ce matin un peu un panorama des initiatives qui existent et pour terminer sur des perspectives pour la filière du paysage. Ouais, très bien introduit. On va essayer d'être assez court parce qu'on a 30 minutes, 45 minutes ensemble et peut-être 10 minutes de questions à la fin. Ça serait bien si vous aviez envie de questionner un peu le sujet et puis d'aller vers des choses peut-être plus précises qui vous intéressent. Tout ça pour dire aussi qu'on a, après 3 ans de travail sur la thématique d'agriculture urbaine, on continue de travailler bien sûr dessus. On a développé Astre d'Or, le guide agriculture urbaine qui est en vente ici, et puis de côté Plantécité aussi un guide Agir pour les agricultures urbaines, plutôt axé sur la gouvernance et sur le regard collectivité. Le guide Astre d'Or est plus sur les porteurs de projets, sur l'aspect professionnel de l'agriculture urbaine. Voilà, donc on peut peut-être passer au vif du sujet. Très bien. Alors, on va commencer par vous faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine. Et puis ensuite, on va vous présenter différents types de projets à différentes échelles et différents porteurs. Donc, c'est un choix de classification qui reprend aussi la classification qui est contenue dans l'ouvrage Astre d'Or. On aurait pu en choisir une autre, mais bon, ce sera celle-là pour ce matin. Alors, pour agriculture urbaine, déjà, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à la définition d'agriculture urbaine. Quand on analyse les publications, on peut surtout en tirer des grandes caractéristiques. Des caractéristiques autour de la localisation dans un milieu urbain très dense ou alors dans un maillage beaucoup plus diffus. Sur les activités qui peuvent être très variées, du coup, de production, mais aussi de transformation, voire de distribution et de logistique, d'acheminement dans des modèles qui peuvent être marchands ou non marchands. Les modes de production, de hors-sol à la pleine terre, avec des productions certifiées ou non. Les acteurs qui sont engagés dans l'agriculture urbaine, donc de l'amateur au professionnel, et puis au croisement de mondes un peu différents, du monde de l'urbain, mais aussi du monde agricole, et de la société civile qui s'empare de ces questions-là. Les systèmes de commercialisation qui vont de la vente directe jusqu'à la grande et moyenne surface, c'est aussi un débouché pour les produits d'agriculture urbaine. Et puis tout un pan sur les relations fonctionnelles entre l'agriculture et la ville, en termes de foncier, d'emploi, de ressources, de matières premières, qui peuvent être soit en compétition, soit en complémentarité sur ces usages en termes de foncier, etc. Tout ça pour dire qu'on termine pour montrer une grande diversité de projets et puis des choses avec des polarités assez extrêmes parfois entre marchands, non marchands, low-tech, high-tech, etc. Ouais, une grande difficulté à l'analyse aussi de ces projets. Quand on s'y colle vraiment, entre, comme tu l'as dit, des projets très technologiques, des projets beaucoup plus low-tech, des projets beaucoup plus sociaux et des projets beaucoup plus portés économiques et business, on a tendance des fois à s'y perdre un peu et à des fois à mettre aussi des choses dans cette thématique d'agriculture urbaine qui peuvent être plus larges que la simple production, enfin la simple, c'est déjà énormément complexe, la production alimentaire en ville. Ça peut être aussi des fonctions rendues à la ville qui ne sont pas forcément toujours alimentaires. Par exemple, l'exemple tout simple, c'est une pépinière dans la ville, bon, il y en a plusieurs qui existent en France. Quand on produit des jeunes plants dans la ville à destination des particuliers, moi, j'interprète ça comme une forme d'agriculture urbaine, par exemple, parce qu'on multiplie des plantes, on maîtrise le vivant en milieu urbain à destination des urbains. Même si ce n'est pas alimentaire, il y a une maîtrise de l'élément vivant. C'est juste un exemple pour vous dire que finalement, c'est une définition qui est relativement large. Beaucoup de chercheurs travaillent encore sur cette définition précise de l'agriculture urbaine. Ouais, pour enchaîner sur... on a spatialisé un petit peu l'agriculture urbaine via cette coupe de ville, assez caricaturale, pour vous dire
qu'on a quand même une multiplicité de projets, à la fois dans les cœurs d'îlots, comme les jardins partagés par exemple, parce que dans les cœurs d'îlots, on peut retrouver aussi de l'agriculture urbaine plutôt professionnelle. Mais on la trouve aussi dans les centres-villes, au niveau des balcons, sur les pieds d'arbres, sur les trottoirs. Ça, c'est un peu une nouveauté aussi. Trottoirs et balcons, c'est une agriculture urbaine un peu plus récente qu'on a analysée, nous. On en parlera à la fin de la conférence. Dans les sous-sols, pareil, c'est des nouveautés aussi. Hein. Comment les sous-sols peuvent devenir des lieux de production de végétal, voire de champignons ou de poissons. Et puis sur les cours d'eau en Italie, à Rotterdam, on verra ça. Dans les parcs urbains traditionnels, je dirais, il y a aussi la présence d'agriculture urbaine sous forme de fermes, de micro-fermes par exemple. Les espaces résidentiels, ça s'est beaucoup analysé par les Montréalais. À Montréal, c'est la capitale un petit peu de l'agriculture urbaine, en tout cas dans la partie recherche, mais aussi chez la partie citoyenne et activiste de l'agriculture urbaine. C'est là-bas que ça se passe aussi. Et en ce moment, ils analysent beaucoup l'influence et la présence de végétal comestible chez le particulier dans son terrain et sur son espace de production à lui. Et ça, c'est une nouvelle tendance. Et un espace sur lequel on va vous parler de suite, parce qu'on va faire un grand dézoom, on va partir du grand territoire et on va zoomer à l'échelle individuelle. C'est l'espace périurbain, et là je te laisse la parole, Aurore. Ouais, alors sur l'espace périurbain, donc là, la coupe qu'on vous a montrée, comme on l'a dit, c'est assez schématique. Aujourd'hui, on sait très bien que la ville, elle se structure plus de cette manière, d'une ville-centre à la périphérie, de manière homogène. Et la question du périurbain aussi, elle est assez complexe. C'est un espace aux frontières qui sont floues, qui existent pourtant, un maillage peu dense, quelque chose de très différent en termes d'usage et d'habitat, mais qui est assez particulier et où on a du mal à cibler des frontières. Donc il faut faire attention à pas être clivant comme il y a eu le clivage urbain-rural, pas avoir le clivage urbain-périurbain qui de toute manière a peu d'intérêt aujourd'hui parce que les collectivités et les enjeux sont pour beaucoup similaires. Juste peut-être avant de parler de l'échelle territoriale, rappeler les grands enjeux de manière générale sur l'agriculture urbaine. On se trouve à la croisée d'enjeux qui sont issus du monde urbain, mais aussi de l'agronomie, de l'économie, de l'alimentaire, du social, de l'urbanisme pour la planification de la ville. Et on peut replacer tous ces enjeux au sein des services écosystémiques qui sont ce que nous apportent les espaces végétalisés, dont l'agriculture urbaine peut faire partie, en termes de paysage, d'approvisionnement, de liens sociaux, etc. Pour passer directement à la question territoriale, je vais vous parler de manière générale sur le domaine d'action des collectivités et pourquoi les collectivités ont un rôle sur l'agriculture urbaine. Et puis on parlera d'un exemple que je pense plusieurs d'entre vous connaissent bien et qui a eu lieu sur ce même salon. Alors, à l'échelle territoriale, les rôles des collectivités est plutôt d'être un assemblier, d'être là pour réfléchir. Elles ont la légitimité, parce que c'est leur domaine d'action, leur territoire, de réfléchir à la planification, au développement de ce territoire-là et aux enjeux qui le concernent. C'est un donneur d'ordre qui est aussi essentiel au niveau de l'activité économique. Ça, on peut pas le nier pour tous les types de professions. Et à l'échelle territoriale, les collectivités mettent en place des politiques qui s'intéressent à différents domaines d'action qui concernent l'agriculture urbaine. D'un côté, il y a la question de la préservation et de la mise en valeur des espaces naturels et agricoles. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait par le biais de documents d'urbanisme, de planification, qui peuvent être des documents stratégiques assez classiques, le SCOT, le PLU, mais aussi des outils juridiques plus spécialement dédiés à l'agriculture urbaine, comme les zones agricoles protégées ou les PAEN. Et associé à ces outils spécifiques, il y a une gouvernance des acteurs du territoire qui sont mobilisés. On peut citer le PAEN de Marne-et-Gondoire, par exemple, en Ile-de-France, mais il y a un PAEN beaucoup plus proche d'ici, dans la vallée du Gier Pilatoise, qui associe différents acteurs, dont des paysagistes, pour travailler au développement cohérent du territoire avec une identité locale. À Marne-et-Gondoire, par exemple, ils ont produit un guide à l'usage des gestionnaires et des aménageurs sur les circulations agricoles. C'est un des exemples, mais là où on peut mobiliser une expertise paysagère et de circulation.
en l'occurrence ici. Les collectivités, elles mettent en place aussi des stratégies foncières pour préserver les espaces agricoles. Donc ça peut aller de la maîtrise du foncier en propre, avec de l'achat, jusqu'à l'accompagnement de porteurs de projets qui ont envie de s'investir sur les questions foncières, sur les questions d'installation agricole. Et puis, c'est aussi l'aménagement pour la mise en valeur. Donc, il y a des parcs agricoles qui se créent. Là, à la basse vallée de la Siane, c'est la photo tout en bas à droite que vous voyez. Il y a eu toute une réflexion avec des paysagistes pour remettre en valeur un espace qui est à la fois un espace de circulation, de promenade, de jeu, un espace de production agricole qui est vendu ensuite, donc c'est juste derrière Cannes, donc qui est vendu ensuite à la métropole cannoise, et puis des jardins partagés avec une question de lien social. Sur les questions d'environnement aussi, c'est un des domaines importants d'action des collectivités. Et là, l'agriculture a aussi sa place. C'est par exemple le développement des filières bois à Lorient, où donc bois, à la fois bois d'œuvre, mais aussi bois énergie. Et là, on rejoint les questions climatiques et biodiversité. Les collectivités agissent aussi sur l'économie. Donc ça, c'est peut-être là où l'exemple d'après montrera à quel point ça peut être intéressant d'agir ensemble pour l'économie locale. Il y a sur les questions d'installation la mise en place d'espaces tests qui peuvent être réalisés par des collectivités, qui mettent à disposition des porteurs de projets des espaces pour se tester sur ces activités-là. Quelques hectares pour s'installer en maraîchage sur quelques temps, tester la transformation de produits et accompagner un peu à mode de pépinière d'entreprise les porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer. Et puis il y a le confortement de toutes les filières existantes, et là c'est l'exemple d'après qui va nous le montrer. Et il y a enfin la question du culturel. Les collectivités, elles agissent aussi sur l'identité locale, et le confortement de filières existantes, ça permet de structurer, conforter une identité locale forte. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu loin de qui vous êtes, vous, entrepreneur du paysage, producteur ou paysagiste concepteur. Mais justement, je pense que l'exemple d'après permet d'être un peu plus concret. Donc, c'est sur la filière horticulture et paysage. Il y a eu la création d'une charte sur l'achat local qui associe les horticulteurs, les entreprises de paysage, les paysagistes concepteurs, les collectivités, les fédérations professionnelles. L'objectif, c'est d'avoir un approvisionnement local. Donc ça, la production horticole et le paysage, ça fait partie des activités agricoles. C'est un approvisionnement local de qualité et où on donne des clés aux donneurs d'ordre qui ont des besoins forts pour soutenir une filière qui existe localement et qui a aussi besoin de trouver des débouchés localement pour continuer à exister. Donc par le biais de ça, on soutient un type de paysage, on soutient aussi des emplois et donc toute une économie locale. Juste pour mentionner qu'il y a eu la signature, donc il y a... Mes données sont plus tout à fait à jour, déjà parce qu'hier, il y a eu la signature ici à Paysalia de la part de la ville de Lyon de la charte de l'achat local. Donc déjà, les collectivités locales sont à 13 et il me semble qu'il doit y avoir peut-être une ou deux, là c'était début novembre 2017, donc quelques entreprises complémentaires qui se sont engagées. Vous pourrez retrouver ces informations sur le site de la DRAF. L'engagement est volontaire et c'est un moyen d'agir, on le voit bien, en concertation localement pour valoriser l'agriculture. Mais j'ai terminé. Merci beaucoup. Et du coup, alors, on va enchaîner sur... Donc, vous avez bien vu ces aspects territoriaux qui sont fondamentaux dans l'agriculture urbaine, qui ont été beaucoup travaillés, qui concernent beaucoup les collectivités, les élus, et qui concernent beaucoup la filière d'une manière générale. Là, ce que je vous propose, c'est de zoomer un petit peu sur des projets d'agriculture urbaine à plus petites échelles, qui sont, je trouve, très innovants et qui ont un intérêt. C'est peut-être ceux dont on parle aussi actuellement. Alors j'ai mis volontairement cette première image
sur des projets un peu foufou, un peu insolites qui existent ou qui sont en train d'émerger ou en tout cas qui font parler d'eux dans les médias. C'est un peu pour ça qu'on parle de l'agriculture urbaine, peut-être plus en ce moment sur ce volet professionnel. Il y a des choses par exemple de production de champignons dans les grands centres-villes, ici les champignons de Paris qui cultivent sur du marc de café. Cycloponique, c'est pareil, c'est dans des sous-sols de parking, des friches où des jeunes porteurs sont en train de mettre en œuvre, là c'est une image 3D, mais ça existe vraiment, hein, culture de champignons et culture de plantes, les deux associés. À Berlin, on retrouve même de la culture dans les supermarchés à destination des consommateurs qui peuvent eux-mêmes récolter des basiliques ou des aromatiques fraîches. On est dans un système on va un petit peu rentrer dedans, ça s'appelle l'agriculture urbaine indoor high-tech, qui est ici aussi présente à Lyon sous la forme du projet Full. Bon, on aura une slide spécifique là-dessus. Le Floating Farm à Rotterdam, ça c'est des projets complètement, selon mon avis, un petit peu foufou, un peu technologique, où ils veulent faire de la production, de l'élevage, en fait, d'une quarantaine de vaches sur des vaches flottants en fait, avec en partie haute les bêtes et en partie basse de la production de lait et de production de fromage. Tout ça dans le centre-ville de Rotterdam. C'est un projet qui est en train de lever de l'argent, c'est encore utopique. Hein. Et toujours dans l'utopie, il y a des projets en Italie où ils produisent déjà des végétaux sous la mer avec des systèmes de production hydroponiques. Bon, j'ai mis la Lowline à New York, on est un petit peu limite de l'agriculture urbaine parce que là ils produisent dans une ancienne station de métro, mais en fait c'est pas de la production, c'est du paysage souterrain où ils captent la lumière par de la fibre optique et la rediffusent en le sous-sol de New York. Voilà, donc c'est pour vous montrer que j'ai fait volontairement, j'ai commencé par des choses un petit peu utopiques, un peu folles, et on va doucement rentrer dans le concret de projets d'agriculture urbaine plus réels, je dirais. Je continue quand même par des trucs qui existent maintenant. Donc il y a des choses à Singapour avec le Sky Greens où ils produisent, là on est sur des rendements assez démentiels, 90 km² de choux et de salades avec un carrousel de culture où les plantes finalement à la lumière solaire quand même. On est à Singapour donc ils ont de quoi finalement avoir une culture assez importante. Ils sont sur, il y a 750 tours, donc là, une tour c'est ça. Hein. C'est vraiment un système qui fait une douzaine de mètres de haut, en fait, où les végétaux circulent via un carrousel. Ça existe en France maintenant, hein. Ça a été développé à une échelle plus réduite de 3-4 mètres de haut. Je veux dire le système de carrousel, pas la ferme verticale. Celle qui existe et qui est en cours de finalisation du DCE, donc dossier de consultation des entreprises, donc qui sont quand même bien avancés, c'est la tour maraîchère de Romainville, qui pose énormément de questions éthiques, d'investissement. On pourra discuter de ça un petit peu après si vous voulez, parce que c'est une tour relativement chère, un financement en partie public, pour des effets qui peuvent poser question. Mais en tout cas, ça nous intéresse au niveau de la recherche. Astrodor suit de près ces projets-là, parce qu'au niveau recherche sur la qualité des végétaux qu'on peut cultiver, les qualités des substrats qu'on va utiliser dans des tours comme ça, voilà, on est intéressé pour nous en termes de recherche. Je vous parlais de l'Indoor, voici une carte qui présente un petit peu le mapping mondial de ce type de production. Alors, je vous l'ai dit, c'est de la production sous LED, où les plantes ne voient pas la lumière du jour. Elles sont dans des milieux clos où on maîtrise l'hygrométrie, on maîtrise la température, le CO2, etc. etc. On voit que c'est le Japon qui est leader de cette branche de l'agriculture urbaine très high-tech. Les États-Unis et le Canada, c'est en émergence. Et en Europe, on est au balbutiement avec, j'en ai parlé, hein, le projet Full à la Doua ici à Lyon, Agricool à Paris, la Florentaise, producteur de substrats, qui a lui-même développé aussi sa ferme high-tech en France. Voilà. Et il y en a pas mal aussi en Hollande. Hein. Si on revient à des choses peut-être plus extérieures, avec du substrat et des plantes qui voient la lumière du jour, on a la Brooklyn Grange à New York qui a fait assez parler d'elle, en tout cas aux États-Unis. On est sur 6000 m². Ça, c'est une photo de 2015. On mélange de la production maraîchère avec de la production de fleurs. Enfin, c'est quand même plus maraîcher, mais il y a quand même pas mal de fleurs vendues en bouquet. Avec aussi des projets un peu intéressants au niveau recherche toujours et qui peut-être poussent un peu la production horticole hors de ses retranchements habituels, c'est-à-dire qu'on vient produire sur les toits avec des serres de production horticole en toiture. On a un projet à La Haye qui fonctionne assez bien, où on a
Production donc, de tomates et de serre chaude et serre froide de salade en haut. Donc on est sur 1400 mètres carrés de surface de toiture. Et juste en dessous, là vous ne voyez pas, mais c'est de la production de poissons. Donc c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. Donc c'est un système qui mélange le poisson et la plante. Les nutriments, les déjections des poissons servant de nutriments aux plantes. Ça, on a un pilote ici à Lyon, la station Astre d'Or du Râteau, qui fonctionne très bien, qui a montré la pérennité d'un système de production circulaire. Je vous invite à la visiter d'ailleurs, elle n'est pas loin d'ici à Lyon, c'est assez innovant. Et puis la ferme qui est assez connue aussi aux États-Unis, c'est à Montréal, c'est la Loufa Farm. Là, ils en sont à leur 3e ferme serre sur toiture. Ils sont à plus d'1 hectare de serre déjà là, avec cette compagnie, cette entreprise, qui finalement fait beaucoup de centralisation de produits. C'est-à-dire qu'en fait, ils produisent sur place un petit peu. En gros, c'est entre 25 et 40%, on ne sait pas trop les prix. On ne sait pas trop la fourchette de production exacte qui vient des serres. En dessous, ce sont des systèmes de logistique, donc qui viennent centraliser des produits issus du périurbain, ça rejoint les discussions de tout à l'heure, et ils redistribuent sous forme de panier dans toute la ville. Donc c'est le business model de la Loufa Farm. Moi, le projet que j'ai préféré en visitant en 2015, c'était la Greensgrove Farm de Philadelphie. Donc c'est une des plus grandes, anciennes micro-fermes américaines. Donc on est micro-ferme urbaine en plein centre-ville de Philadelphie. Je vous invite vraiment, si vous passez là-bas, à aller les voir. Donc quelques images, et on va rentrer un tout petit peu dans le détail de ce projet, que vous compreniez la complexité, mais aussi l'intérêt phénoménal, je trouve, des micro-fermes urbaines et de l'agriculture urbaine pour la filière et pour même les paysagistes. Alors là, on est sur le projet, on est sur 5000 m², donc c'est quand même relativement grand, mais c'est pas si énorme. Donc ça représente une surface traditionnelle américaine de plot, ils appellent ça. C'est un ancien parking qui a été finalement transformé et converti en surface de production et surface de vente, parce que c'est aussi une jardinerie. C'est aussi une centralisation c'est une AMAP en fait, une forme d'AMAP américaine, ils appellent ça les CSA. C'est 12 personnes qui travaillent au quotidien, c'est des milliers de personnes qui sont sensibilisées à l'environnement, à la cuisine, parce qu'ils font de la cuisine communautaire. Et ils font aussi beaucoup de production de plantes qui sont ensuite rediffusées, revendues aux Philadelphiens, je ne sais pas comment on dit, qui ensuite les mettent sur leur balcon, leur terrasse, etc. Et donc ça fait des fonctions, ce qu'on appelle la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine. C'est un terme un peu barbare, mais c'est ce qui fait la force de cette agriculture urbaine, c'est qu'elle fournit à la ville des services écosystémiques, on l'a vu, mais aussi des services sociaux, économiques, pédagogiques et multiples en fait. Et donc on en retrouve comme ça en France, des micro-fermes, notamment celle de Romainville encore une fois. Romainville dans le 93, c'est une ville où les élus sont assez sensibilisés à l'agriculture urbaine et ils ont développé et porté des porteurs de projets d'intérêt. Donc il y a le paysan urbain, lui il est sur une friche de 3000 m² à peu près. Là c'est une photo de l'installation qui date de 2015-2016. Maintenant il a 4 serres, une dizaine d'employés, pas mal de contrats aidés quand même et de services civiques. Il faut quand même que vous sachiez que les agriculteurs urbains ça reste des pionniers. Ça reste des gens qui galèrent. C'est rare quand même d'avoir un système économique parfaitement viable avec un salaire important à la fin du mois. Beaucoup sont au SMIC et encore. Donc il y a quand même pas mal de contrats aidés au service civique. C'est encore au balbutiement, au démarrage. Lui, il produit de la micro-pousse, donc c'est des végétaux qui sont parfaitement adaptés à un contexte urbain parce que c'est des plantes qui ne supportent pas le transport et qui sont cueillies et vendues le jour même. Donc ce sont des jeunes pousses en fait qui sont récoltées juste après le cotylédon. La ferme de Budet à Genève, elle est intéressante parce que c'est, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sinon on en a pour 5 heures, mais c'est au centre de Genève. La ville a préservé un foncier de 5000 m² qui était une ancienne ferme en fait qui a été préservée. Et finalement, il cultive cette surface de type maraîchère surtout. Et l'intérêt, encore une fois, c'est qu'ils centralisent les produits issus de Genevois, donc avec le label Terre d'Avenir, qui est un label local genevois. Donc ils vendent ensuite dans une épicerie à destination des citadins, à la fois leur production, mais aussi celle du périurbain. Vous reconnaissez la notion de hub. Vous voyez que l'agriculture urbaine, c'est aussi les agriculteurs urbains, c'est des hubs. Des gens qui viennent capter ce qui se passe autour d'eux, ils connaissent parfaitement les acteurs de leur territoire, ils centralisent et ils revendent. Et puis ici, à Lyon, il y a la petite ferme du Grand Lyon qui est située à Écully, au CFPPA d'Écully, qui est aussi intéressante. Lui, son business model est pas mal axé sur la fourniture de ce type
ce type de système de culture verticaux, ça s'appelle les ZipGrow. Ça a un intérêt agronomique intéressant quand on a peu de surface et qu'on veut produire à la verticale. Voilà. Et je te laisse la parole sur la partie animale. Et oui, parce qu'on a parlé beaucoup du végétal, mais dans l'agriculture, il y a aussi l'animal. Et là, on se retrouve peut-être vers des activités qui existent déjà et qui sont des compléments d'activités pour des entreprises du paysage. Je pense au pastoralisme urbain, par exemple. Il y a plusieurs entreprises du paysage qui ont déjà développé des pans entiers d'activités dédiées au pastoralisme urbain, des fois des structures complètes qui ne font que ça. C'est intéressant à de multiples titres. Donc il y a la question d'entretien des espaces verts qui peut se faire avec l'animal. Et puis, comme on le voit sur la photo, c'est aussi un vecteur de sensibilisation qui est fort et de développement du coup d'activités connexes sur toute la filière, la traite, la laine pour le mouton, etc. Qui permettent de générer d'autres revenus. Ça veut dire aussi d'autres compétences pour les entreprises du paysage qui se lancent là-dedans. Et un dernier intérêt, c'est on peut valoriser la question de la préservation de la biodiversité animale. On parle beaucoup de la biodiversité plutôt végétale, mais de la même manière, il y a des races qui sont aujourd'hui en voie de disparition parce qu'elles sont plus très intéressantes, soit en termes de production laitière, soit en termes de production de laine, soit en termes de chair. Du coup, qui peuvent être maintenues, sauvegardées par le biais de développement de ce type d'activité. On a aussi les questions d'apiculture qui se développent beaucoup en ville, qui sont peut-être moins présentes dans les entreprises du paysage à proprement parler. Par contre, il y a des réseaux locaux qui existent déjà et depuis longtemps d'apiculteurs qui peuvent développer ce type d'activité. L'abeille, elle a un capital sympathique qui est fort auprès de la population pour sensibiliser sur la question des pollinisateurs. Il y a des questions qui se posent encore sur la recherche aujourd'hui, sur la concurrence avec les autres pollinisateurs vis-à-vis des ressources, sur la diversité, la qualité et la durée de la présence des ressources. Donc ça veut dire aussi une réflexion à avoir sur la conception des espaces paysagers pour pouvoir fournir des espèces nectarifères qui soient intéressantes pour les pollinisateurs et de manière suffisamment large tout au long de l'année. Et puis d'autres choses qui sont moins développées, on est sur les fermes pédagogiques, ça plutôt côté collectivité, et puis les élevages de poulaillers qui ont des potentiels de sensibilisation mais qui sont moins courants aujourd'hui. On va passer à un autre type, du coup, l'agriculture urbaine ensemble, donc plutôt du collectif. Alors les jardins collectifs, il y en a de multiples formes. Juste pour revenir sur un petit historique, on connaît bien les jardins familiaux, donc c'est la photo de gauche. Qui se développent, donc des parcelles attribuées à une personne. Et puis, il y a les jardins partagés, plutôt la photo de droite. Donc après, il y a plein de formes différentes, mais c'était juste pour montrer les deux formes dont on parle le plus souvent. Les jardins familiaux sont présents depuis plus longtemps. Ils sont apparus au début du siècle en France, portés notamment par l'abbé Lemire, et dans le nord de la France. La culture dans ces jardins a beaucoup fluctué en fonction des crises. Elle a beaucoup suivi quand il y avait des crises et des besoins d'autosuffisance alimentaire. On avait un développement fort de la culture de ces jardins. Et puis après, donc de 1900 jusqu'à 1950. Après, il y a eu un déclin parce que on arrivait dans les 30 glorieuses, donc tout allait bien et on n'avait plus ce besoin de cultiver pour se nourrir. Il y a une protection qui a été mise en place sur ces jardins, les jardins familiaux. Et puis, vers les années 90, on a une diversification des modèles de jardins qui apparaît. Les jardins partagés, bien sûr, mais tout un tas d'autres petits modèles avec des tailles de parcelles diverses, le partage entier des récoltes, carrément de l'espace ou des mini-parcelles. Donc, on se retrouve avec des formes assez diverses. Et c'est des structures qui sont assez difficiles à quantifier. Il y avait une proposition de loi en 2003 qui avait quantifié à environ 100 000 les jardins collectifs qui existaient en France, incluant familiaux, partagés, d'insertion, etc. C'est sûrement sous-estimé. On a peu d'infos aujourd'hui. On a des infos par collectivité, mais assez peu d'infos globales. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant sur ces jardins, c'est qu'il y a des potentiels d'accompagnement, donc on le verra tout à l'heure dans les perspectives qui seront développées.
Et il y a d'autres mouvements qui se développent aussi. C'est les mouvements qu'on peut appeler les mouvements citoyens ou parfois moins citoyens. Mais, donc les incroyables comestibles, guérilla gardening, qui sont plus sur la question de la réappropriation de l'espace public. Comment on peut aller vers les gens et puis se dire que la rue nous appartient et qu'elle devrait être plus verte que ce qu'elle n'est aujourd'hui. C'est des mouvements qui sont peu structurés généralement, avec des dynamiques qui sont très variables selon les territoires. Et une origine plutôt anglo-saxonne, où on a un rapport à l'espace public qui est différent de celui qu'on a en France historiquement. C'est généralement des expériences qui ont peu de modèles économiques, mais on va voir qu'il y a quand même des choses qui se passent. C'est avec l'autre type de projet. Donc d'un côté, on peut avoir cette question de réappropriation des espaces publics, et puis de l'autre côté, on a des projets qui sont plutôt accompagnés par des collectifs. On peut citer la Sauge, on peut citer des paysagistes aussi, colocaux par exemple, où là, la collectivité, le donneur d'ordre, public ou privé d'ailleurs, ça peut être aussi des aménageurs, des bailleurs, des promoteurs, mettent à disposition des espaces en attente d'aménagement pour pouvoir gérer en fait cette attente, et propose à des collectifs de travailler là-dessus. Donc il y a des rémunérations sur et donc un modèle économique qui se rapproche de questions d'urbanisme réversible là, dans ce cas-là. Après, ça peut ne pas toujours être lié à des questions d'aménagement. Par exemple, c'est le cas à Lille. Donc là, la ferme urbaine de Saint-Sauveur, elle a été créée dans le cadre d'un programme culturel et de design qui s'appelait Lille Renaissance, et où les designers et donc d'autres professions que les professionnels du paysage s'intègrent aussi sur la question de l'agriculture urbaine. Et finalement, merci. On va passer à une échelle qui est l'échelle plus intime, celle du domestique, chez soi. Chez soi, mais on va parler aussi un petit peu rapidement, mais de ce qui se passe dans les entreprises aussi privées. Donc nous, on s'est intéressé à Astre d'Or en 2016 à cette nouvelle tendance de végétalisation de la ville et de végétal à destination des urbains particuliers qui souhaitent, et on le sentait dans les échanges, dans les lectures, dans plein de choses, qu'il y avait une volonté d'aller vers des végétaux utiles, des végétaux comestibles, fonctionnels, etc. Donc on a interrogé 400 personnes. Et on s'est rendu compte que finalement l'agriculture urbaine sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme de production de végétal utile, donc ce qu'on met dedans, c'est végétaux comestibles, végétaux pharmaceutiques, végétaux d'aromatiques, tout ce qui fait finalement est autre que le végétal d'ornement. Et on s'est rendu compte qu'elle est assez présente, même fortement présente dans les jardins, et quasiment un balcon sur deux et une terrasse sur deux contient ce type de végétal-là. Donc il y a une vraie tendance intéressante et de fond. On est allé un peu plus loin en essayant de zoomer sur les attentes de type de végétaux que les gens souhaitaient. Donc on s'est rendu compte que dans les jardins, il y avait un essor et une volonté d'aller vers des arbres fruitiers. Sur les terrasses et les balcons, on a les fruits et légumes miniatures qui intéressent les urbains et les citadins. Et puis à l'intérieur, qui est quand même un secteur qui est encore émergent, avec une présence assez faible quand même encore de plantes comestibles à l'intérieur, un besoin encore de plantes décoratives, de fruits et légumes en deuxième position. Miniature, et des aromatiques qui sont quand même très présentes en position 3 à l'intérieur. Donc ça nous a permis de nous conforter aussi, nous, Institut technique à destination de la filière de l'horticulture, que finalement l'agriculture urbaine, c'était pas seulement une tendance et seulement quelque chose de bobo, quoi. Ça intéresse beaucoup de monde. Les 400 personnes, c'était vraiment de tout type de population, hein. Alors, ce qui fait que moi, je suis architecte paysagiste. Pendant 10 ans, j'ai bossé à maîtrise d'œuvre. D'ailleurs, mon ancien directeur, là, qui est juste là. Et du coup, je connais assez bien quand même le monde du paysage, ce qui me permet d'avoir un peu... pourquoi l'agriculture urbaine, pour moi, et pour Aurore, et nos échanges, nos discussions avec Plantécité, c'est quand même quelque chose qui potentiellement peut intéresser les paysagistes, et ça peut être une tendance intéressante pour certaines entreprises à suivre. Donc certaines grosses entreprises l'ont bien compris, et d'autres aussi plus petites. À Montréal, je vous parlais de la Mecque, un peu de l'agriculture urbaine, hein. C'est à Montréal, du coup, il y a quand même des entreprises comme les urbainculteurs qui sont des paysagistes finalement, qui végétalisent des espaces urbains en installant des jardins potagers verticaux, horizontaux, sur les toitures. Ils se sont fait une spécialité finalement de l'agronomie urbaine paysagère, quoi. Donc c'est un peu le terme que j'utilise, qui est un peu un terme barbare, mais que j'arrive pas à synthétiser pour l'instant. C'est le terme d'animateur agro-paysagiste. En fait, c'est des compétences hybrides qu'on n'a peut-être pas forcément de manière naturelle quand on est pur paysagiste
Mais par contre, dès qu'on s'hybride un peu, qu'on devient un peu animateur, qu'on commence à maîtriser l'agronomie un peu plus finement, comment on produit des plantes, comment à destination comestible notamment, ça fait un métier un peu nouveau. Donc les urbainculteurs font partie de ça. J'ai mis Pistil, je crois qu'il était là, Thomas, vous êtes là. Eh ben, Pistil pour moi, alors après on pourra en discuter justement. C'est une nouvelle forme du paysage, où il y a le social qui est assez présent, il y a de l'animation qui est mis en avant. Et pour moi, c'est aussi une forme intéressante de notre métier qui peut évoluer vers ce lien plus fort avec l'humain, le citadin. C'est ce que porte et ce que véhicule l'agriculture urbaine en fait. On n'est pas seulement à entretenir un espace vert. D'ailleurs, le terme d'espace vert, je trouve horrible personnellement. Et là, on est sur des espaces végétaux, des espaces partagés, etc. C'est ça que porte l'agriculture urbaine aussi. J'ai mis aussi un autre bureau d'études et entrepreneurs qui s'appelle Terrociel. Donc là, c'est 4 personnes. Donc c'est eux qui font partie de l'équipe de la Tour de Romainville. Donc ils font de la conception, c'est des ingénieurs en agronomie à la base. Ils ont recruté des paysagistes pour justement la partie beaucoup plus conceptuelle et aussi travail avec l'habitant. Donc ils travaillent beaucoup avec les habitants pour la co-construction de jardins partagés, jardins collectifs. Voilà, donc je trouve que pour les entreprises de paysage, ça apporte des choses intéressantes. Sur les balcons, on l'a vu, là je vais passer assez vite, mais il y a un essor aussi de cette volonté du citadin d'aller vers des jardinières cultivées, d'aller vers des choses à son échelle aussi peut-être un peu connectées. On voit des grands, là je mets des noms, on est payé par personne, mais Pirate, qui est quand même un grand fournisseur d'objets domotiques et connectés, a développé des choses intéressantes et innovantes au niveau du végétal. Là, Topagé, qui est assez connu en région parisienne, fait beaucoup de jardins sur les toits à destination des particuliers. Et Yellow Garden, lui, s'est fait la spécialité des entreprises, parce que vous savez très bien que des grands groupes souhaitent faire du team building, donc de la connexion entre leurs salariés. Et de plus en plus, à la place d'aller faire un saut en parachute ou je ne sais quelle activité de cohésion d'entreprise, le potager peut faire l'objet de ce qu'on appelle la démarche RSE, responsabilité sociale des entreprises, dans lequel on peut finalement fédérer les salariés autour du jardin. Et donc c'est une tendance intéressante qu'on a observée. Voilà. Et puis l'intérieur, je vous en ai parlé, c'est un petit segment qui est en émergence. Pour nous, Astrodor, c'est clair que c'est intéressant parce que ça met en place des techniques de production un peu innovantes, notamment des techniques d'aquaponie à une échelle individuelle, avec des projets comme ça, comme FarmUp, des petits kits hydroponiques. Alors on se demande leur viabilité, donc on travaille un peu avec ces porteurs-là, savoir si c'est durable ou pas. Je vous ai remis RayFarmer, là c'est à l'ISARA, donc c'est l'école d'agro de Lyon, où à la cantine de l'ISARA, il y avait des cultures verticales où les salariés pouvaient récolter des plantes aromatiques juste après s'être servis, donc ils pouvaient manger du frais cultivé directement dans la cantine de l'ISARA. Et puis Ciel Moradi, qui est une entreprise spécialisée dans le team building, encore une fois, mais à une échelle d'intérieur, où ils ont développé des kits de culture à destination des bureaux. Donc là, c'est assez classe, assez design, travaillé en bois, avec des petits systèmes LED assez élégants. Et là, on vient finalement apprendre à des gens qui n'y connaissent rien aux plantes, comment que d'une fleur vient un fruit, etc. Je te laisse peut-être, on fait un duo là-dessus sur la fin, c'est ça? Ouais. Juste pour dire que là, on voulait vous présenter un peu les perspectives sur chacun des types pour la filière du paysage. Donc c'est à la fois paysagiste concepteur et entreprise du paysage. Là, on a classé des plus faibles aux plus fortes, selon ce qu'on vous a déjà présenté. Ça ne comprend pas la création d'activités en soi tout seul, comme ont pu le faire Jardin de Galie, par exemple. Et par contre, ça ne comprend pas non plus le volet territorial. Je vais juste vous en parler, parce que là, on en a déjà pas mal parlé au démarrage. Mais à ce niveau, c'est plutôt les paysagistes concepteurs qui peuvent être mobilisés avec la capacité de faire travailler collectivement différents acteurs. On peut utiliser la méthode des projets de paysage qui est classiquement utilisée par les paysagistes concepteurs dans leurs projets pour le montage d'un projet territorial avec une gouvernance partagée importante. Et c'est aussi là où les paysagistes concepteurs peuvent être chefs d'orchestre d'une maîtrise d'œuvre pour des projets de quartier ou de l'eau intégrant l'agriculture urbaine pour avoir une véritable approche paysagère et cadre de vie. Là, c'est des aspects très liés au foncier. Du coup, c'est la gestion du foncier par les collectivités. Et c'est clair que nous, concepteurs paysagistes, on a ce savoir-faire-là qui est un peu, je dirais, naturel, de gérer des espaces au niveau urbain. Donc, à cette échelle-là, on n'est pas mauvais.
Ensuite, ce qu'on avait trouvé d'intéressant pour les concepteurs paysagistes, en tout cas moi, à voir, et on l'a vu plein de fermes urbaines, on se rend compte que finalement beaucoup d'entre elles ne font pas appel à des savoir-faire de paysage initialement. Enfin, elles l'apprennent presque sur le tas, gestion d'un chantier complexe en milieu urbain, qu'est-ce qu'un DOE, etc. Comment on fait du soutènement, comment on tire du réseau. Voilà. En fait, elles ont besoin de ces compétences qui sont, encore une fois, naturelles chez les entreprises de paysage. Je dirais en termes d'intégration paysagère, quand on discute avec des maîtrises d'ouvrage comme des promoteurs immobiliers par exemple ou des aménageurs, ils ont la grande peur de mais à quoi ça va ressembler dans 5 ans votre histoire de ferme urbaine ou autre. Donc il y a vraiment, je pense, un besoin dans les projets d'agriculture urbaine du savoir-faire de paysagiste pour intégrer ces projets dans le métabolisme et dans la ville, quoi, et qu'elles soient finalement mieux intégrées pour une meilleure pérennité de ces projets d'agriculture urbaine. C'est ce qu'on retrouve aussi pour tout ce qui concerne les jardins collectifs. Il peut y avoir des frilosités de la part des donneurs d'ordre, hein, publics ou privés, parce que les jardins partagés peuvent se réaliser aussi en pied d'immeuble, par exemple, sur le fait qu'ils ne soient pas entretenus, que bientôt ce ne soit plus que de la terre à nu ou un ensemble de ce qu'on appelle mauvaises herbes. Et donc là, on a aussi un rôle qui peut être important sur l'intégration paysagère, de faire en sorte que même si les pratiques agricoles ne sont pas toujours au top pour la culture, il y ait quand même un paysage qui puisse être utilisé, qui fasse partie du cadre de vie des habitants qui viennent s'y promener. Il y a la question de la fermeture aussi, de la privatisation de l'espace public qui peut être à craindre. Et donc, du coup, il y a les paysagistes ont des moyens de pouvoir contrer ça en proposant des clôtures perméables, enfin ce genre de propositions qui peuvent aider à franchir le pas pour la maîtrise d'ouvrage. Et puis c'est vrai que par rapport au marché traditionnel de paysage où on a la période de parachèvement, de confortement, on est sur 2 ans de manière assez générale, les projets d'agriculture urbaine, on parle plutôt de maîtrise d'usage dans le temps. Donc comment est-ce que finalement le lieu va vivre, qui va accompagner la dynamique habitante, qui va accompagner l'agriculteur urbain, est-ce que c'est l'entreprise de paysage qui devient elle-même agricultrice urbaine ou alors est-ce que finalement c'est pas aussi un nouveau métier un peu plus long terme pour les entreprises où finalement on peut devenir animateur, peut-être un peu à l'image de Pistil, d'ailleurs ça serait bien que vous puissiez vous exprimer après, pour montrer peut-être que c'est une dynamique de plus long terme d'entretien, de co-gestion de l'espace avec l'habitant. Voilà, moi c'est ce que je trouvais intéressant dans les grandes lignes. Et puis peut-être une des perspectives intéressantes, et vous l'avez senti, c'est une échelle vraiment privée de l'entreprise, où là je pense qu'il y a des choses intéressantes au niveau de nouveaux marchés de potagers connectés, de potagers à d'échelle individuelle sur son balcon, et une nouvelle gamme de végétaux, etc. Et puis n'oublions pas aussi sur plus le côté architecture, murs et toitures végétalisées, il y a aussi des marchés à prendre qui sont différents, je pense, des toitures avec faible épaisseur de substrat, où là on se dit qu'il y a effectivement eu un peu des vagues sur qui pouvait réaliser ce genre de métier. Là on est vraiment sur des toitures qui sont des jardins. Et donc il faut une vraie compétence paysagère. Et là il y a quelque chose, et puis il y a de l'espace qui existe, qui est disponible. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. Et puis on attend vos questions, si vous en avez. Bonjour. J'avais une question concernant l'impact que peut avoir la pollution au niveau des qualités des produits de l'agriculture urbaine, que ce soit au niveau du sol ou de la pollution aérienne. Est-ce que ça impacte vraiment les cultures et comment? Ouais, d'une manière assez synthétique, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, notamment le travail au niveau... Il y a 2 types de pollution, le sol et l'air, principal, hein, parce qu'après on a... Le sol, il y a eu beaucoup de recherches, il y a déjà des méthodologies qui existent. Je vous invite à aller voir le projet Refuge, par exemple, où c'est une méthodologie de travail pour implanter de l'agriculture urbaine dans des zones
dont on ne sait pas vraiment si elles sont polluées ou pas. Donc en gros, c'est carottage et récupération de substrats, analyse en laboratoire. S'il y a des risques ou pas, il faut les quantifier. Donc il faut mettre ça en rapport avec les normes européennes de risques, notamment le plomb, le cadmium. Et si les risques sont avérés, il est mieux de décaper et de rajouter des substrats. Hein, c'est ce qui se fait de temps en temps. Mais il est quand même assez rare que les terres soient très polluées et que ça empêche la production agricole en ville. Après la pollution atmosphérique, il y a eu des études aussi. Donc il y a des études sur toiture qui ont montré qu'à partir d'une certaine hauteur sur toiture, les particules avaient beaucoup plus de mal, notamment issues des véhicules, donc notamment les freins par exemple, de véhicules qui viennent polluer. Donc à partir de 2-3 étages, les risques sont vachement diminués. Et par contre, la proximité à une voirie, là c'est des études allemandes qui ont montré aussi qu'il fallait faire attention à ce qu'on plantait à proximité d'une voirie. Alors pas forcément la plus circulée, mais celle où les véhicules justement accélèrent, freinent, ralentissent. Ils ont été jusque-là dans les feux, ouais. En gros c'est ça. Et du coup ils préconisent de planter des haies vives de persistants à proximité de ce type de voirie pour capter. Et puis après il y a un gradient de plantation et on finit par la salade. Et le pire c'est les aromatiques. Elles ont les feuilles hyper poreuses et c'est là où il y a le plus de risques de dépôt de particules. Et après, ça dépend du type de pollution. Quand on parle de pollution de sol, il y a plein d'éléments possibles. Il y a les éléments traces métalliques, il y a les hydrocarbures, il y a plein d'éléments polluants possibles et qui ne se fixent pas toujours sur les mêmes types de végétaux et pas toujours sur les parties qu'on consomme. Certaines vont se retrouver dans les feuilles, d'autres dans les racines. Et donc, on peut aussi travailler sur les végétaux qu'on peut ou pas cultiver dans ces conditions-là. Il y a différents types de seuils. Et sinon, juste pour information, à Plantécité, on travaille sur un guide d'action en cas de présomption de contamination des sols. Qu'est-ce qu'on fait de manière plus large, hein, pas que sur l'agriculture urbaine, hein, parce que ça concerne aussi quand on réalise des espaces paysagers. S'il y a de la pollution de sol, on peut des fois être obligé aussi d'avoir une évacuation des décharges spécialisées, etc. Donc on travaille à la réalisation d'un petit guide qui aide les paysagistes et les donneurs d'ordre à réagir. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'il y a un problème? Et peut-être une dernière question, parce qu'en fait on a un peu dépassé le programme. Oui, bonjour. Laurent Largan du syndicat FAIA. Donc moi, c'est pas une question en fait, c'est une invitation s'il y a des journalistes parmi vous. Donc on fait un petit point presse justement pour présenter, c'est tout à fait dans la suite de ce qui a été présenté, ce que nos adhérents, donc producteurs de substrats, de terreaux, de paillage, de fertilisants, de biostimulants, peuvent proposer pour tout ce qui est agriculture en ville. Voilà. Donc pour des journalistes, à bientôt. Donc peut-être une question pour le coup. Merci monsieur de la FAIA. Non, pas de questions? Eh ben, merci beaucoup. Alors, au revoir. Merci beaucoup. Donc d'ici 10 petites minutes maintenant, une conférence suivante sur la thématique de la loi Labbé et un petit retour d'expérience après.